Chapitre 1. Le village de Marlécombe somnolait sous un soleil de fin septembre, de ceux qui doraient les choses sans apporter de réelle chaleur. C'était une lumière qui annonçait la fin, la douce et inexorable glissade vers l'automne. Dans son jardin de cottage soigné, Miss Jane Marple, une silhouette aussi intégrée au paysage que la vieille Haidif qui bordait sa propriété, coupait pensivement un dernier bouquet de roses, provocateur. Ses mains, enchâssées dans des gants de jardinage usés, travaillaient à un rythme régulier et régulier, mais ses yeux bleu pâle étaient distants, ne perdant rien. Ils observaient l'angle précis auquel Madame Pemberton, de l'autre côté de la ruelle, tirait les rideaux de son salon, un peu plus tôt que d'habitude, et d'un claquement décidé. Ils remarquèrent le pas précipité et furtif du garçon boulanger qui traversait le cimetière, un chemin qu'il n'empruntait qu'en retard. Pour tout autre, ce n'était que la tapisserie tranquille et prévisible de la vie du village. Pour Miss Marple, c'était un quotidien imprimé dans une langue qu'elle seule pouvait lire, empreint de fragilité humaine, d'angoisse secrète et de petits drames révélateurs. Le grand événement sur toutes les lèvres était la fête des récoltes de la Saint-Michel, prévue pour le samedi suivant. À la poste, chez le boucher et par-dessus d'innombrables portails, elle était au cœur de toutes les conversations. L'air ne bourdonnait pas d'abeilles, mais de spéculations. L'épouse du pasteur, Madame Lasset, parviendrait-elle à surpasser son magnifique gâteau éponge de l'année dernière? Les dahlias du major Whittaker, source d'une immense fierté locale et d'une grande jalousie, remporteraient-ils enfin la première place tant convoitée? Et plus alléchante encore, Althea Croft daignerait-elle exposer sa légendaire rose, Winter's Shadow? Le ton, ombre d'hiver, était l'unique titre de gloire horticole de Marlécombe. Créé par Althea elle-même, c'était une anomalie époustouflante. Ses pétales, couleur d'un crépuscule profond, d'un noir pourpre velouté et fumé, semblaient absorber la lumière, tandis qu'en son cœur brillait un éclat doré saisissant. Et sa véritable merveille, l'origine de son nom, résidait dans son étrange habitude de fleurir non pas en plein été, mais dans le froid de la fin de l'automne, persistant souvent jusqu'aux premières gelées. C'était une fleur de contradiction, à l'image de sa créatrice. Les roses de Miss Marple, bien que ravissantes, étaient une des variétés courantes. Elle préférait les variétés connues, les modèles de croissance prévisibles. Elles étaient, pensait-elle souvent, bien plus fiables que les gens, bien que nettement moins intéressantes. Sa rêverie fut interrompue par le bruit rapide des pas sur le chemin du jardin. « Mademoiselle Marple, bonjour. » C'était Lettice Protro, l'épouse du médecin, une femme dont l'énergie était à la fois admirable et parfois épuisante. Elle était un tourbillon de bonnes œuvres et de réunions de comités, sa bonne humeur constante et légèrement aveuglante. « Bonjour, Madame Protro, » répondit Mademoiselle Marple en posant son sécateur. « Quelle belle matinée, n'est-ce pas? » « C'est vrai, même si l'air est frais. L'automne, vraiment. » Lettice soupira dramatiquement, mais ses yeux pétillaient d'excitation. « Je reviens de la salle paroissiale. Les préparatifs avancent, mais c'est la frénésie. J'imagine que vous n'avez plus de votre délicieuse gelée de coinque pour le stand de confiture. Elle a été vendue dès la première journée de l'année dernière. J'ai mis quelques bocaux de côté, dit Miss Marple. Je les apporterai samedi. Oh, tu es un trésor. La vraie nouvelle, cependant, dit Lettice d'un ton conspirateur, même si personne d'autre ne l'entendait, c'est qu'elle a dit oui. Althea Croft, elle va entrer dans la rose. Un léger froncement de sourcils, presque imperceptible, caressa le front de Miss Marple. Vraiment, j'avais entendu dire qu'elle était réticente. Elle est tellement protectrice. Eh bien, apparemment, le colonel Prescott l'a convaincue. Vous savez qu'il était le juge du concours floral cette année? Il vit pratiquement dans sa serre, lui prodiguant des conseils. Du moins, c'est ce qu'il dit. Le ton de Lettice laissait entendre une foule de ragots. Entre nous, je crois qu'il est plutôt du genre à la draguer, même si ce qu'il voit dans cette vieille chose piquante, je n'ose pas l'imaginer. Mais bon, c'est fait. Le litueur.
Ombre d'hiver sera exposée. Elle attirera certainement une foule venue d'aussi loin que Cullompton. Miss Marple émit un murmure doux et évasif. Elle se souvenait d'Althea Croft, jeune femme, féroce et brillante, blessée par une tragédie ancienne qui l'avait laissée recluse et acerbe. Sa relation avec le colonel Prescott, jovial et franc, était étrange. Il était son plus proche voisin. Leur jardin n'était séparé que par un muret de pierre, et leurs échanges se déroulèrent souvent au-dessus de celui-ci, sur le ton d'une discussion animée. Miss Marple les avait souvent observés de son propre point de vue, remarquant la gentillesse persistante, presque obstinée, du colonel et la tolérance réticente d'Althea. Ce n'était pas, pensa-t-elle, une cour. C'était plutôt un siège. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fit sa promenade habituelle dans le village. Le thème de la fête, et plus particulièrement de la rose d'Althea, était omniprésent. Devant l'épicerie, elle rencontra Miss Inchleaf, une femme chaleureuse, vêtue de tweed, qui tenait une petite propriété et n'avait guère de patience pour ce qu'elle appelait l'agitation florale. « C'est ridicule de se plaindre d'une fleur, » tonna Miss Inchleaf en frappant du pied ses grosses bottes. « Mais je serai contente de voir la suite. Croft est insupportable depuis qu'elle a élevé cette maudite créature. Elle agit comme si elle avait découvert à elle seule le secret de la vie, et pas seulement un pétunia noir. » Un peu plus loin, devant la banque, M. Emery, le directeur nerveux et furet, parlait à voix basse au vicaire. Un investissement assurément important. Le temps, l'équipement spécial pour la serre. On se demande si le rendement justifie la dépense. Sa voix s'interrompit au passage de mademoiselle Marple, lui adressant un sourire crispé et professionnel. Même le gentil vicaire, M. Lasset, semblait préoccupé. « Ah, mademoiselle Marple, quelle bénédiction, vraiment, que mademoiselle Croft soit disposée à partager la magnifique création de Dieu avec nous tous. J'espère cependant que cela ne suscitera pas, eh bien, vous savez, de sentiments. » Il se tordit légèrement les mains. L'esprit de compétition, c'est bien beau, mais il peut parfois éclipser l'objectif caritatif. Partout où elle allait, la rose était le sujet principal. Elle était le point focal de l'orgueil, de l'envie, de la curiosité et de l'avarice. C'était, songea Miss Marple en rentrant chez elle et en mettant la bouilloire à chauffer pour le thé, un symbole très puissant, et les symboles, selon sa vaste expérience de la nature humaine, avaient le pouvoir dangereux de provoquer les actions les plus extrêmes. Le jour de la fête s'est levé clair et lumineux. La place du village s'est transformée en un chaos animé et joyeux. Des banderoles flottaient joyeusement entre les chênes centenaires. Les étals croulaient sous le poids des confitures, des gâteaux, des écharpes tricotées main et des romans d'occasion. L'air était chargé du parfum de l'herbe piétinée, des oignons frits du stand de hamburgers et du parfum riche et sucré, des centaines de fleurs coupées et disposées pour le jury sous le chapiteau principal. Miss Marple, assise sur une chaise pliante, une tasse de thé à la main et bénéficiant d'une excellente vue sur le spectacle, observait la scène avec un vif intérêt. Elle vit le colonel Prescott, le visage rouge d'importance, guider les juges, un trio de notables locaux, vers les compositions florales. Elle vit Lettice Prothero passer d'un stand à l'autre dans un tourbillon d'enthousiasme organisé. Elle vit le major Whittaker fusiller du regard les dahlias, ses propres spécimens paraissant, aux yeux, certes inexpérimentés, de toute beauté, à Miss Marple. Et puis elle a vu Althea Croft. La femme arriva non pas avec panache, mais avec une détermination farouche. Elle portait une fleur unique, conservée sous une délicate cloche de verre, telle une relique sacrée. L'ombre d'hiver était encore plus saisissante que sa réputation ne le laissait présager. La couleur sombre et profonde des pétales semblait créer une ombre autour d'elle, donnant aux autres fleurs un aspect criard et banal. L'étamine dorée en son centre brûlait comme un œil minuscule et vigilant. Un silence s'abattit sur la partie de la foule la plus proche d'elle, tandis qu'elle déposait soigneusement sa création sur la table réservée aux entrées spéciales. Le colonel Prescott s'approcha,
rayonnant, et lui dit quelque chose. Althea lui répondit par un bref hochement de tête. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de surveiller sa création, les bras croisés, son regard perçant et intelligent scrutant les visages comme à la recherche d'une menace. Miss Marple ressentit un frisson particulier, malgré la chaleur de la journée. Elle avait déjà vu ce regard, non pas à Marlécombe, mais ailleurs, à d'autres moments. C'était le regard de quelqu'un qui savait avec une certitude glaciale qu'il s'était fait un ennemi. Le jugement commença. La foule se pressait autour du chapiteau, impatiente de connaître les résultats. Miss Marple restait assise. Les petits drames concernant le premier prix des courges ou des confitures ne l'intéressaient en guère, comparés au drame humain, plus vaste et plus calme, qui se déroulait. C'est lors de l'annonce des gagnants que retentit le premier cri. Il était aigu, perçant, et transperça le murmure discret de la foule comme un éclat de verre. Le major Whittaker avait remporté le prix du meilleur de l'exposition pour ses dahlias. Les applaudissements furent polis, quoiqu'un peu tendus. Le colonel Prescott, juge en chef, venait de remettre le ruban de félicitations spéciales pour « l'ombre de l'hiver ». Mais Althea Croft ne se tenait pas près de sa rose pour la recevoir. Elle était allongée sur l'herbe juste devant le chapiteau, une main serrée sur sa gorge, le corps contorsionné par un ultime spasme d'agonie. À côté d'elle, dont les pétales commençaient déjà à se recroqueviller et à se meurtrir à l'air libre, reposait la légendaire rose Winter's Shadow, arrachée de sa tige et piétinée dans la poussière. Chapitre 2. Pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Le cri qui avait tranché le joyeux brouhaha fut suivi d'un silence profond et assourdissant. Puis, le chaos, silencieux et horrifié, typiquement anglais, éclata. La foule, qui formait jusque-là une seule entité compacte autour du chapiteau, se recroquevilla comme sous l'effet d'une contagion, formant un large cercle inconfortable autour de la silhouette d'Althea Croft, allongée sur le ventre. Une femme s'évanouit, ou peut-être fit-elle semblant, s'affaissant gracieusement sur une botte de foin à proximité. Un enfant se mit à pleurer, surpris par le voile soudain de la peur adulte. Miss Marple ne se précipita pas. Elle resta assise sur sa chaise pliante, sa tasse de thé bien calée dans sa soucoupe, le regard fixé sur la scène. Elle observait les schémas, la façon dont les gens se déplaçaient, ceux qui se précipitaient vers la tragédie et ceux qui s'éloignaient. C'était, pensa-t-elle, terriblement révélateur. La première à atteindre Althea fut, comme prévu, Lettice Prothero, son instinct de membre du comité prenant le dessus sur son choc. Elle tomba à genoux, sa robe de fête éclatante contrastant avec l'herbe verte d'une couleur incongrue. « Althea, Althea, ma chère !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Elle attrapa le poignet de la femme, puis recula avec un nouveau hoquet, fixant ses propres doigts comme s'ils avaient été brûlés. Le colonel Prescott arriva une seconde plus tard, ses cocardes de juge oubliées, son visage livide à présent cendré. « Mon Dieu, est-elle malade? Une crise peut-être ?» Il s'agenouilla, moins gracieusement, son allure militaire l'abandonnant. Il toucha l'épaule d'Althea, puis son cou, cherchant son pouls. Sa main se retira brusquement. Il leva les yeux écarquillés par une compréhension naissante et terrible. Il croisa le regard horrifié de Lettice et secoua légèrement la tête, presque imperceptiblement. C'est le vicaire, Monsieur Lassé, qui a exprimé une voix apaisante et autoritaire, même si ses mains tremblaient. « Reculez, s'il vous plaît. Respirez. Appelez le docteur Prothero. Immédiatement. » Cette instruction pratique rompit le charme. Une douzaine de personnes se souvinrent soudain de l'existence du téléphone et se dirigèrent vers la salle paroissiale, créant une nouvelle vague de confusion. Le regard perçant de Miss Marple, cependant, ne se posait pas sur les messagers agités ni sur la foule grandissante. Il s'intéressait aux détails. Elle voyait l'angle précis du corps d'Althea Croft, un bras tendu comme pour attraper la rose piétinée.
Elle remarqua la légère et affreuse décoloration qui marbrait déjà la peau de sa gorge, visible au-dessus du col de sa veste en tweed. Elle remarqua la minuscule tasse à thé en porcelaine, presque délicate, posée sur le côté à quelques mètres de là. Son contenu, une trace de liquide ambré foncé, s'infiltrant dans le gazon. Et elle vit les visages. Le major Whittaker, son moment de triomphe à base de dahlia complètement effacé, le regard fixé sur lui avec une satisfaction sinistre, qu'il masqua vite en inquiétude. Monsieur Emery, le directeur de la banque, s'essuyait le front avec un mouchoir, le regard calculateur plutôt qu'effrayé. Mademoiselle Hinchliffe, se frayant un chemin vers l'avant avec un « Laissez-moi passer, je m'y connais en urgence » d'un ton bourru, son expression exprimant un intérêt vif et pragmatique. Le docteur Prothero arriva quelques minutes plus tard, sa trousse médicale à la main. C'était un homme calme et compétent. À l'opposé de son épouse expansive, il évacua les lieux en prononçant quelques mots discrets et commença son examen. Il fut bref. Il leva les yeux vers le colonel et le vicaire, qui formaient un cercle sombre autour de lui, et ses paroles, bien que prononcées à voix basse, portèrent dans le silence. Soudain, « J'ai bien peur qu'elle soit partie. Ce n'est pas une cause naturelle. » Il marqua une pause, son attitude professionnelle vacillant un instant. « Il faut appeler la police. Personne ne doit toucher à quoi que ce soit d'autre. » Le mot « police » résonna dans la foule, transformant la tragédie en quelque chose de complètement différent. Un scandale. La fête des récoltes était terminée. Les banderoles flottaient tristement au-dessus d'une scène de crime. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard, alors que la zone verte était bouclée et qu'un agent de police en uniforme de la ville voisine paraissait terriblement jeune et dépassé, que la machine officielle commença à grincer des dents. La véritable autorité, cependant, arriva sous la forme d'une voiture qui s'arrêta avec une expression d'impatience et d'importance. L'inspecteur détective Stanley Drewitt était un homme qui croyait en l'efficacité et en son instinct infaillible. La quarantaine avançait, la bouche serrée et désapprobatrice, le regard perplexe mais qui comprenait encore moins les nuances humaines, il observait la scène avec une expression profondément irritée. Un meurtre dans un endroit comme Marleycombe était une perturbation gênante de l'ordre naturel, une tache terne sur son casier judiciaire, par ailleurs vierge. Il recevait les témoignages avec une impatience débordante. Oui, Mademoiselle Croft avait été vue en train de se disputer avec le colonel Prescott plutôt près du stand de confiture. Oui, elle avait farouchement protégé sa Rose, mordant un enfant qui s'était approché trop près. Oui, elle avait pris une tasse de thé au stand de rafraîchissement peu avant de s'effondrer. La serveuse, une jeune fille du village, troublée, le confirma. Le regard de l'inspecteur se posa sur le colonel, toujours pâle et secoué. « Vous vous êtes disputé avec le défunt, colonel ?» Prescott se redressa. « Disputé, grand Dieu, non. Une discussion animée s'engagea à propos des pucerons sur sa prise. Rien de plus. J'étais son ami. Et pourtant, dit l'inspecteur d'une voix neutre, on vous a vu lui tendre la tasse de thé, celle qu'elle a bue juste avant de mourir. » Une nouvelle vague de murmures parcourut les spectateurs restants. Le colonel resta bouche bée. « Je le lui ai apporté, oui. Elle a dit qu'elle avait la gorge sèche, à force de parler. C'était un acte de gentillesse. »« Un acte qui s'est plutôt mal terminé, monsieur, » dit l'inspecteur Drewitt, son ton laissant entendre que l'affaire était déjà bien bouclée. Il se tourna vers le jeune agent. « Emballez ce gobelet, et il faudra parler au colonel au poste. » L'arrestation, lorsqu'elle eut lieu, se déroula avec un sérieux cérémonial. Le colonel Prescott, ravagé par l'indignation et l'incrédulité, fut conduit à la voiture de police, ses protestations concernant l'honneur et l'absurdité étant restées lettres. Morte. Les villageois observaient, leur stupeur mêlée d'un frisson lascif. Le colonel, qui l'eût cru? Un crime passionnel, sans doute, à cause de cette rose, ou peut-être de la femme elle-même.
Les rumeurs commencèrent à se cristalliser en faits avérés, avant même que la voiture de police ne quitte le parc. Miss Marple observait tout depuis son perchoir, l'air doux et pensif. Elle voyait la satisfaction béate de l'inspecteur face à une affaire vite résolue. Elle voyait l'empressement des villageois à accepter l'histoire la plus simple et la plus dramatique. Mais son esprit était ailleurs. Il était tourné vers la rose piétinée, une chose d'une beauté unique, détruite au même instant que sa créatrice. Il était tourné vers le choix précis d'un meurtre public, lors de l'événement le plus mondain du village. Et il était tourné vers l'expression qu'elle avait aperçue sur le visage d'Althea Croft plus tôt, non pas celle d'une femme anticipant un rendez-vous amoureux, mais celle d'un chasseur flairant un piège. Alors que le soleil commençait à décliner sous la haie d'If, projetant de longues ombres squelettiques sur la verdure déserte, Miss Marple se leva enfin, les articulations raides. Elle replia soigneusement sa chaise. Pour l'inspecteur Drewitt, l'affaire était close. Mais tandis que Miss Marple retournait lentement à son cottage, son esprit travaillait avec une précision silencieuse et implacable. Elle pensait aux pucerons, aux tasses de thé et aux ombres profondes et sombres, auxquelles même la plus éclatante floraison hivernale ne pouvait échapper. La surface avait été effleurée, et la vérité, elle le savait, gisait enfouie sous terre. Chapitre 3. Le lendemain, un dimanche, un silence funèbre s'abattit sur Marlécombe. Les cloches de l'église sonnèrent d'une voix solennelle et pesante, semblant pleurer non seulement la fin du sabbat, mais aussi la mort de l'innocence. La place, habituellement parsemée de familles quittant leur rôti, était vide, à l'exception d'un seul agent de police qui montait la garde près du chapiteau désormais affaissé, rappel brutal de l'horreur de la veille. À l'intérieur de l'église Saint-Michel, l'atmosphère était lourde d'une énergie contenue qui n'avait rien à voir avec la piété. Tous les bancs étaient pleins. C'était, pensa Miss Marple en s'asseyant à sa place habituelle au fond, la meilleure affluence que le vicaire ait connue de toute l'année, bien que pour de mauvaises raisons. Les cantiques étaient chantés avec une ferveur digne d'une performance, et les prières prononcées avec un manque flagrant de concentration. Les regards, loin des livres de prière, parcouraient l'assemblée, cherchant des indices sur les visages de leurs voisins. Le sermon du vicaire, habituellement une douce homélie sur la charité ou le pardon, fut hésitant et maladroit. Il parla de tant d'épreuves et de l'ombre qui pèse sur « En nous tous », son regard sautant nerveusement sur la place où le colonel Prescott prenait habituellement place, désormais visiblement vide. Miss Marple, les mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, profita de ce moment non pas pour prier, mais pour observer. Après tout, c'était un échantillon représentatif du village, tous rassemblés au même endroit, leur défense peut-être un peu relâchée par le rituel familier. Elle vit Letty Prothero, assise comme un piquet à côté de son mari, le médecin, son visage masquant une importance tragique. Miss Marple soupçonnait qu'elle était déjà en train d'organiser mentalement le récit du meurtre, prête à être la principale source d'information pour quiconque la lui demanderait. Elle vit le major Whittaker, l'air sombre et satisfait. Althea Croft partie et le colonel déshonoré. Ces Dahlia régneraient sans aucun doute en maître lors de la fête de l'année prochaine. Un mobile mesquin pour un meurtre? D'après l'expérience de Miss Marple, les mobiles les plus insignifiants pour un étranger étaient souvent les plus violemment ressentis. M. Emery, le directeur de la banque, paraissait pâle et anxieux, ses doigts parcourant nerveusement le bord de son recueil de cantiques. Ses pensées semblaient lointaines, peut-être figées dans des colonnes de chiffres et de risques financiers. Sur un banc à côté, assise seule, se trouvait une femme que Miss Marple avait remarquée lors de la fête, mais qu'elle ne connaissait pas bien. Une certaine Flora Whittingham, bibliothécaire à la retraite installée à Marlécombe quelques années auparavant. C'était une femme discrète et modeste, la cinquantaine avancée, avec un regard bienveillant derrière ses lunettes, et des manières douces. Ce jour-là, cependant,
Elle paraissait complètement dévastée, s'essuyant les yeux avec un mouchoir tout au long de la cérémonie. Son chagrin semblait plus profond, plus personnel que le choc général de l'assemblée. Après la messe, la foule s'est répandue dans le cimetière, mais personne ne s'est précipité. Les fidèles se sont regroupés en petits groupes murmurant, le soleil éclatant de l'automne semblant faire offense à l'événement. « Ah, et dire qu'il a siégé parmi nous pendant des années !» s'exclamait Madame Pemberton, depuis les rideaux de dentelle, devant un auditoire captivé près du porche. « Un militaire, c'est une preuve, n'est-ce pas ? » J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'un peu trop énergique chez lui, ajouta une autre femme, révisant complètement son histoire avec le colonel. Toute cette bonhomie. Elle cachait une nature impitoyable, je n'en doute pas. Miss Marple accepta une tasse de thé sur le plateau que lui servait l'épouse du vicaire. Elle se laissa entraîner dans l'orbite de Lettice Protheroe, qui tenait sa cour près des pierres tombales. Et la police en est certaine, disait Lettice d'une voix chuchotée, théâtrale et remarquablement bien portée. C'était dans le thé, voyez-vous, une dose concentrée d'insecticide, monstrueux. Le colonel l'aidait dans la serre depuis des semaines. Il avait accès à tous ses produits de jardinage. C'est horriblement évident. « Mais pourquoi, Lettice ?» demanda une femme âgée, les yeux écarquillés. « Pourquoi ferait-il une chose pareille ?» Lettice se pencha. « Eh bien, il est de notoriété publique qu'il voulait absolument mettre la main sur cette rose. Il voulait en faire des boutures, la multiplier lui-même, et peut-être même s'en attribuer le mérite. Althea était farouchement possessive. Elle l'a repoussé catégoriquement, à maintes reprises. Ils se sont disputés publiquement à ce sujet. Ça a dû le faire craquer. » Miss Marple sirota son thé. C'était une théorie convaincante et plausible. Trop convaincante. Elle supposait que le colonel était un idiot bégayant, ce qu'il n'était pas. Empoisonner quelqu'un devant tout le village avec une substance dont il était connu pour avoir accès était l'acte d'un fou, pas d'un tueur calculé. Son regard parcourut le cimetière et se posa sur mademoiselle Whittingham. La femme s'était séparée du groupe principal et se tenait seule devant une pierre tombale usée par les intempéries, les épaules affaissées. Ce n'était pas la parcelle de la famille Croft. Elle se trouvait de l'autre côté de l'église. Il s'agissait d'une partie plus ancienne, plus négligée. S'éloignant du récit de Lettice avec un murmure poli, Miss Marple s'approcha, ses pas lents et sans menace. « Un jour triste », dit doucement Miss Marple en venant se tenir à côté d'elle. Miss Whittingham sursauta, s'essuyant rapidement les yeux. « Oh, Miss Marple, oui, c'est vrai, tellement choquant, tellement brutal. » Sa voix était douce et cultivée, chargée de larmes retenues. « Vous étiez amie avec Miss Croft ?» demanda Miss Marple, bien qu'elle ne les ait jamais vus ensemble. Une expression complexe passa sur le visage de mademoiselle Whittingham, une lueur de douleur, de culpabilité, d'autre chose. Nous nous connaissions, un peu. Nous partagions un intérêt pour la botanique. C'était une femme remarquable, très incomprise. Les gens passionnés le sont souvent, acquiesça Miss Marple. Elle jeta un coup d'œil à la pierre tombale que Flora avait contemplée. Elle était vieille, couverte de mousse, mais l'inscription était encore vaguement lisible. À la mémoire d'Arthur Croft, époux bien-aimé, parti trop tôt. Son frère, dit doucement mademoiselle Whittingham, suivant son regard. Il est mort il y a des décennies, d'un accident d'escalade dans les Alpes, je crois. Althea n'a jamais parlé de lui, mais je crois qu'elle ne s'en est jamais remise. Cela la rendait plutôt solitaire. Elle secoua la tête, comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Le monde peut être très cruel, mademoiselle Marple. Il brise certaines personnes et en endurcit d'autres. C'est tout à fait possible, murmura Miss Marple, et parfois le brisé et l'endurci ne font qu'un. Avant qu'elle puisse approfondir son enquête, un brouhaha à la porte de l'église attira leur attention. L'inspecteur Drewitt était arrivé,
l'air encore plus satisfait que la veille. Il s'entretint brièvement avec le vicaire, et sa voix, solennelle et solennelle, tranchait le murmure de la foule. « Merci de votre coopération, vicaire. L'enquête suit son cours. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé notre homme. Les preuves sont irréfutables. Il ne reste plus qu'à mettre les points sur les i et les barres sur les t. » Un soupir collectif, presque déçu, sembla parcourir les villageois. L'excitation était officiellement dissipée. L'histoire touchait à sa fin. Mademoiselle Whittingham pâlit. Il pense vraiment que c'était le colonel ? Il semblerait que oui, dit Miss Marple en l'observant attentivement. Mais c'est... Flora Whittingham sembla chercher un mot, puis abandonna, secouant simplement la tête. Elle ne paraissait pas soulagée, mais profondément angoissée. « Excusez-moi, Miss Marple, » murmura-t-elle avant de s'éloigner précipitamment, laissant Miss Marple seule près de la vieille pierre tombale. Miss Marple resta un instant immobile, son regard passant du nom d'Arthur Croft à la silhouette fuyante du bibliothécaire en deuil. Un frère tragiquement disparu, une femme solitaire et endurcie, une amie qui semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître, et une rose qui s'épanouissait à l'ombre de l'hiver, une création née d'une profonde obscurité personnelle. L'inspecteur Drewitt voyait une simple histoire d'envie et d'empoisonneur maladroit. Miss Marple, cependant, commença à percevoir un système racinaire bien plus profond et plus ancien, s'enfonçant bien en dessous de la surface de la verdure soignée du village. L'affaire ne concernait pas une rose. La rose n'était que la fleur sur la branche. Le poison, soupçonnait-elle, se trouvait dans les racines. Chapitre 4. Lundi matin, le village de Marlécombe s'efforçait d'afficher un air de normalité. Les cheminées fumaient, les bouteilles toilettes étaient livrées, et les rideaux tirés avec une régularité déterminée. Mais le masque était mal adapté. Les conversations par-dessus les grilles du jardin étaient feutrées, les salutations superficielles. L'ombre de la verdure persistait, et la maison vide d'Althea Croft, avec ses fenêtres obscurcies et sa serre fermée à clé, se dressait telle une accusation silencieuse au bout du chemin. Miss Marple, convaincue qu'une routine était le meilleur remède contre les troubles de l'esprit, décida qu'une visite à la bibliothèque du village s'imposait. C'était une petite annexe en pierre de la salle paroissiale, un lieu paisible où se mêlaient poussière et odeur légère et réconfortante de vieux papier. C'était aussi, et ce n'est pas un hasard, le domaine de Miss Flora Whittingham. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement lorsque Miss Marple entra. La bibliothèque était vide, à l'exception de Flora, perchée sur un petit escabeau, rangeant les livres avec une intensité silencieuse. Elle sursauta au son, la main se portant à sa poitrine. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait sursauter. » Elle parvint à esquisser un faible sourire. « Je n'attendais personne aujourd'hui. J'ai failli ne pas me confier. »« C'est un réflexe tout à fait compréhensible, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton chaleureux et compatissant. « Mais parfois, les murs familiers de son métier peuvent être d'un grand réconfort. Ils nous rappellent que la vie, dans ses détails banals, continue. » Flora descendit l'échelle et lissa sa jupe en tweed. « Oui, je suppose que tu as raison. » Ses yeux étaient rouges derrière ses lunettes. « Puis-je t'aider à trouver quelque chose ?»« Je me demandais si vous aviez des revues d'horticulture, » dit Miss Marple en s'approchant du comptoir. « Je me retrouve à penser aux bulbes pour le printemps. Il faut se projeter dans l'avenir, n'est-ce pas ?» Son regard se perdit sur le bureau bien rangé. Un timbre, un tampon encreur, une pile de fiches de rendez-vous. Et à moitié caché sous un exemplaire du Times, un petit livre relié en cuir. Ce n'était pas un livre de bibliothèque. Son dos était craquelé par le temps, et sa couverture était ornée d'un motif floral doré délavé. Flora suivit son regard et, rapidement, presque avec culpabilité, glissa le journal plus complètement sur le livre. Horticulture ? Oui, je crois qu'on a la chronique des jardiniers de l'année dernière dans la section périodique, derrière les romans d'amour. Elle fit un geste vague. « Merci, ma chère. »
Miss Marple ne bougea pas. Elle s'appuya légèrement sur le comptoir, adoptant une posture confiante. C'était tellement tragique pour cette pauvre Miss Croft. Vous aviez l'air très bouleversée hier à la cérémonie. C'est un lourd fardeau de perdre un ami. La gentillesse dans la voix de Miss Marple sembla briser le fragile sang-froid de la bibliothécaire. Le menton de Flora trembla. Nous n'étions pas vraiment amis. Plus maintenant, mais autrefois, il y a longtemps. Sa voix s'éteignit, ses doigts caressant nerveusement le bord du livre caché. « Oh » demanda doucement Miss Marple. « Nous nous connaissions avant mon arrivée à Marleycombe, à Cheltenham. Nous étions tous les deux membres de la même société botanique. » Les mots sortirent précipitamment, comme répétés. « Nous nous sommes perdus de vue pendant des années. C'est par hasard que je suis arrivé ici, et nous avons renoué connaissance. » « Comme c'était charmant, » dit Miss Marple, même si rien dans l'attitude de Flora ne laissait présager que ce fut le cas. Cela a dû lui être d'un grand réconfort d'avoir une vieille amie à ses côtés. Un étrange sourire amer étira les lèvres de Flora. Althea ne croyait pas au confort, elle croyait à la réussite, à l'héritage. Cette rose, l'ombre de l'hiver, elle était tout pour elle, c'était son mémorial. À son frère, s'aventura doucement Miss Marple. Flora releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de surprise et de peur. « Tu sais, pour Arthur, j'ai vu la pierre tombale. C'est une histoire triste. »« C'est vrai, » murmura Flora. Elle semblait se débattre avec elle-même, la main posée près du livre caché. Elle ne s'en est jamais remise. Ça l'a bouleversée. Elle est devenue si dure, si déterminée. La rose porte son nom, vous savez. Ombre d'hiver. Arthur est né au solstice d'hiver. Elle a dit que la rose qui fleurissait dans les ténèbres était un défi à l'ombre qui l'avait emporté. Elle poussa un soupir tremblant. Et maintenant, ils ont tous deux disparu. Le Créateur et la création, c'est poétiquement cruel. Avant que Miss Marple puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement avec un nouveau coup de sonnette. L'inspecteur Druitt se tenait là, sa carrure imposante remplissant l'embrasure, son expression exprimant une autorité impatiente. « Mademoiselle Whittingham, un mot s'il vous plaît. » Il entra sans attendre d'invitation. Il remarqua Miss Marple et lui adressa un bref signe de tête dédaigneux. « Mesdames, inspecteur, » dit Miss Marple d'une voix douce, « je vous présentais simplement mes condoléances. C'est une période très difficile pour tout le monde. » Grogna Druitt, son attention fixée sur Flora, qui s'était recroquevillée derrière son comptoir. « Je reviens sur quelques points. Vous avez dit à mon agent que vous étiez à la fête. Avez-vous vu le colonel Prescott tendre la tasse de thé à mademoiselle Croft ?» Le regard de Flora se porta sur Miss Marple, puis de nouveau sur l'inspecteur. « Je crois. Oui. De loin. Et as-tu vu quelqu'un d'autre près d'elle? Lui as-tu parlé? Non, personne. Elle était très concentrée sur sa rose. » La main de Flora s'était alors posée, protectrice, sur le journal, cachant complètement le livre. « Bien. Eh bien, cela corrobore les déclarations des autres. » Druitt nota une note dans son carnet. « L'affaire est claire. Le colonel avait un mobile et une opportunité. Il a avoué lui avoir remis la tasse, tout en clamant son innocence quant à l'empoisonnement. Ils le font toujours. » Il referma le carnet d'un coup sec. « Merci pour votre temps. » Il tourna les talons et partit aussi brusquement qu'il était arrivé, laissant derrière lui un vide de silence. Flora Whittingham laissa échapper un soupir qu'elle semblait retenir depuis longtemps. Ses épaules s'affaissèrent. « Il semble très sûr de lui, » observa Miss Marple à voix basse. « Il a tort, » dit Flora, les mots si doux qu'ils étaient en presque inaudibles. « Ma chère. » Miss Marple se pencha plus près. Les yeux de Flora étaient emplis d'une certitude désespérée. « Le colonel est un imbécile fanfaron, mais ce n'est pas un tueur. Il adorait Althea, à sa façon maladroite. Il ne lui aurait pas fait de mal. »
Elle se mordit la lèvre comme choquée par son propre éclat. « Alors qui le ferait ?» demanda Miss Marple d'une voix à peine murmurée. Les larmes montèrent aux yeux de Flora. Elle baissa les yeux vers le journal qui recouvrait le petit livre. « Le passé, » murmura-t-elle d'un ton énigmatique. « Le passé a de longues ombres, Miss Marple. Parfois, elles s'étendent jusqu'au présent. » Elle sembla se reprendre et redressa les épaules. « Maintenant, ces revues d'horticulture, elles sont juste là. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du classement à faire. » C'était un congédiement sans appel. Miss Marple, avec une politesse parfaite, hocha la tête et se dirigea vers le présentoir à périodiques. Elle ne regarda pas les revues. Son esprit s'emballait. Elle avait aperçu le titre du petit livre, juste une seconde, avant que Flora ne l'ait entièrement recouvert. Il n'était pas imprimé sur le dos, mais sur la couverture, estampillé du même or délavé que le motif floral, figurait un seul mot, « Minute », et en dessous, le nom de la société, Cheltenham Botanical Guild. Les pensées de Miss Marple ne se tournaient-ils plus vers les bulbes du printemps. Elle se tournait vers une société botanique de Cheltenham, une tragédie lointaine, et une bibliothécaire silencieuse et terrifiée qui croyait la police dans l'erreur. Le passé avait de longues ombres, en effet, et Miss Marple avait bien l'intention de les suivre. Chapitre 5. L'après-midi suivant, Miss Marple prenait l'air le long du chemin qui menait à la propriété des Croft. Ce n'était pas un chemin direct depuis son cottage, il nécessitait un détour délibéré. Elle portait un panier en osier dont le contenu était dissimulé sous un tissu à carreaux, un accessoire pour la démonstration de bon voisinage qu'elle s'apprêtait à réaliser. La maison d'Althea Croft, Stonecroft, était une imposante boîte géorgienne grise, se dressant à l'écart derrière un haut mur de pierre locale. Le jardin, visible à travers un portail en fer forgé, témoignait de l'obsession de son défunt propriétaire. Ce n'était pas un écrin de jolies bordures chaotiques, mais une collection de spécimens rigoureusement organisés, chaque plante étant étiquetée avec une précision militaire. Au-delà du jardin à la française se dressait la serre, dont les panneaux de verre brillaient faiblement dans la lumière de l'après-midi. Un sceau de police était apposé sur sa porte, une marque de bureaucratie sur le verre paisible. La véritable destination de Miss Marple, cependant, était la maison voisine. Le cottage du colonel Prescott, les Lauriers, était son contraire en tout point. Une villa victorienne gaie, quoique légèrement délabrée, avec un jardin luxuriant et sauvage où roses et mauvaises herbes se disputaient la suprématie. Elle témoignait d'un homme qui appréciait l'idée de jardiner plus que sa pratique. La gouvernante du colonel, une femme imposante nommée Madame Bishop, aux bras de forgeron et à l'air constamment rancunier, répondit à Miss Marple. Son expression s'adoucit légèrement à la vue d'un visage familier et respectable. Miss Marple. Une affaire épouvantable. En effet, Madame Bishop, une affaire vraiment épouvantable. La voix de Miss Marple était pleine de sympathie et de chaleur. Je n'arrive pas à croire les absurdités qu'il raconte sur le colonel. C'est vraiment perturbant. J'ai apporté un peu de gelée de pied de veau. Elle désigna le panier. Pour son retour. Pour lui redonner des forces. Le visage de Madame Bishop se crispa. S'il revient, mademoiselle, cet inspecteur a pris sa décision. Il l'a encore emmené ce matin pour un nouvel interrogatoire. Elle prononça ce mot comme s'il était synonyme de torture. Il refuse d'entendre raison. Le colonel ne ferait pas de mal à une mouche. Passionné, certes. Mais un tueur, c'est risible. C'est vrai, acquiesça Miss Marple en secouant la tête. La police, dans sa précipitation, néglige souvent la personnalité d'une personne. C'est souvent l'élément humain qui détient la clé, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle, dit Madame Bishop, s'échauffant sur le sujet. Ils étaient là hier, à mettre le hangar sens dessus-dessous, à la recherche de ses fournitures, disait-il. Comme s'il était assez bête pour laisser traîner tout ça. C'est vraiment intrusif, murmura Miss Marple.
Et je suppose qu'ils ont aussi fouillé minutieusement la serre de Miss Croft. Complètement. Ils ont à peine jeté un coup d'œil. Ils ont vu le sceau sur la porte et ont conclu que c'était toutes ses affaires, donc c'était sûrement ce qu'il avait utilisé. Ils n'ont même pas pensé que n'importe qui aurait pu entrer. Cette serre était le sanctuaire d'Altea. Elle était la seule à avoir une clé, mais cette vitre arrière était ouverte depuis des mois. Le colonel le lui a dit la semaine dernière, lui disant que n'importe quel vagabond pouvait entrer et qu'elle devait la faire réparer. Elle s'est contentée de le narguer. Madame Bishop ricana. Indépendante à l'excès, celle-là. Miss Marple classa cette information avec une immense satisfaction. Une vitre mal fixée, une porte déverrouillée en somme. Quelle négligence, dit-elle. Et bien sûr, le colonel aurait dû savoir que la vitre était mal fixée, puisqu'il l'avait signalée. Exactement, s'écria Madame Bishop, sans comprendre le sous-entendu. Alors s'il avait voulu l'empoisonner, pourquoi l'aurait-il fait devant tout le monde avec une tasse de thé? Il aurait pu se glisser dans la serre n'importe quelle nuit et la manipuler. N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Cela semble une méthode curieusement publique pour un homme ayant un accès privé, acquiesça pensivement Miss Marple. Dites-moi, le colonel lui-même était-il un chimiste passionné? Préparait-il lui-même ses sprays? Lui? Madame Bishop rit d'un rire bref et sec. Il pouvait à peine suivre les instructions sur un paquet de désherbants. Il était tout en théorie, celui-là. Il lisait les livres, donnait des conseils, mais laissait les corvées aux autres. Non. Toutes ces potions étaient achetées toutes faites chez le pharmacien de Cullompton. J'ai les reçus pour le prouver. Autre détail crucial. La théorie de l'inspecteur reposait sur la capacité du colonel à concentrer un insecticide courant en une dose mortelle. Madame Bishop témoignait qu'il manquait à la fois de compétences et d'envie. « Vous avez été d'une force inébranlable, Madame Bishop, » dit mademoiselle Marple avec sincérité. « Le colonel a de la chance de vous avoir. Je vous laisse la confiture, si vous le permettez, et je lui souhaite une prompte disculpation. » En se retournant pour partir, son regard balaya le mur mitoyen qui séparait les deux propriétés. Il était suffisamment bas pour que l'on puisse voir par-dessus. Dans le jardin des Croft, près du mur, une parcelle de terre semblait avoir été récemment remaniée. Elle était brute et sombre, contrairement au massif méticuleusement entretenu qui l'entourait. Quelques plantes éparses et insignifiantes, peut-être des mauvaises herbes, peut-être des jeunes plants, avaient été arrachés et laissés à dépérir sur le chemin qui l'allongeait. « Oh là là !» dit Miss Marple en désignant doucement quelque chose. « On dirait qu'on a déterré quelque chose là-bas. Un animal, peut-être ?» Madame Bishop jeta un coup d'œil par-dessus le mur. « Oh ça! Non, c'était Altea. Elle l'a fait la veille de la fête. Je l'ai vue de la fenêtre de l'étage. Elle était dehors, avec une truelle et une tête de vieille. Elle déterrait une tempête. On aurait dit qu'elle était en mission. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment. Elle traitait chaque plante comme un nouveau-né. » Le cœur de Miss Marple fit un petit bond. La veille de la fête. Une mission. C'est très curieux, dit-elle. Peut-être a-t-elle trouvé une tache sur quelque chose. Peut-être, dit Madame Bishop désintéressée. Eh bien, merci pour la confiture, Miss Marple. Je vais m'assurer que le colonel la lui apporte. En redescendant la ruelle, Miss Marple n'avait plus l'esprit rivé à la gelée de pieds de veau. Elle construisait une nouvelle carte du crime. La police a vu une ligne droite. L'envie de Prescott, le poison de Prescott, l'arrestation de Prescott. Mais Miss Marple vit alors une toile, une vitre de serre mal fixée, un jardinier qui ne jardinait pas, un empoisonnement public alors qu'un accès privé était disponible, une parcelle de terre récemment remuée, creusée par la victime elle-même, dans un état d'agitation extrême peu avant sa mort. Et au centre de tout cela, non pas un colonel fanfaron, mais un bibliothécaire calme et effrayé, et un livre de procès-verbaux d'une ancienne société botanique. L'affaire ne concernait pas un homme qui désirait une rose. Il s'agissait d'une femme qui avait déterré quelque chose.
et ce qu'elle avait trouvé dans cette terre, soupçonnait Miss Marple, avait suffi à la tuer. Chapitre 6. La bibliothèque de Marleycombe était fermée le mardi après-midi, un fait confirmé par Miss Marple par un appel téléphonique discret à l'épouse du vicaire. C'était l'occasion idéale pour une enquête d'un autre genre, qui ne nécessitait ni panier en osier ni respect du voisinage. Il suffisait d'avoir une bonne mémoire et la volonté de se livrer à ce que son neveu, l'écrivain, aurait qualifié de « faute légère ». S'installant à son petit bureau en noyer, Miss Marple sortit une feuille de son meilleur papier à lettres. Sa plume resta suspendue un instant avant qu'elle ne commence à écrire de sa fine écriture filiforme. Au secrétaire. La guilde botanique de Cheltenham. Cheltenham. Cher monsieur ou madame. Je vous écris au nom de la Société d'horticulture de Marleycombe. Provisoire. Nous sommes un groupe de passionnés nouvellement formés, désireux d'apprendre des pratiques établies par des sociétés plus anciennes comme la vôtre. Nous étudions plus particulièrement l'histoire des hybridations végétales notables dans notre région. Nous comprenons qu'une ancienne membre de votre guilde, une certaine Althea Croft, récemment décédée tragiquement, ait pu développer son intérêt pour la botanique sous votre égide. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir confirmer ces dates d'adhésion et, si possible, de nous fournir des copies de tout bulletin ou compte-rendu de guilde de cette époque qui pourrait mentionner ses premiers travaux. Nous sommes bien entendu disposés à prendre en charge les frais de photocopie et d'envoi. Bien à vous en horticulture, Mademoiselle J. Marple, secrétaire temporaire. Cottage numéro 3, Marleycombe Lane, Marleycombe. Elle l'a relu, un léger sourire aux lèvres. C'était le parfait mélange de zèle et de flatterie, le genre de lettre qui plairait à tout membre dévoué du comité. Elle adressa une enveloppe, y apposa un timbre et décida qu'une promenade jusqu'à la boîte aux lettres s'imposait. L'après-midi était encore ensoleillé et la promenade lui donnerait le temps de réfléchir. Son chemin la conduisit devant l'épicerie du village. Une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur, non pas pour faire des courses, mais pour bavarder. Au centre se trouvait Miss Inchleaf, qui s'exprimait avec sa voix ferme et habituelle. « Je l'ai dit franchement à cet inspecteur, » disait-elle en pointant du doigt pour insister. « Vous vous trompez. Prescott est un imbécile, mais ce n'est pas un empoisonneur. À mon avis, vous devriez regarder plus près de chez vous. » La petite foule s'est penchée, avide d'une nouvelle théorie. « Que voulez-vous dire, mademoiselle Hinchliffe ?» demanda la postière, les yeux écarquillés. « Je veux dire, cette rose n'était pas qu'une fleur. C'était une affaire, » déclara Hinchliffe, comme si c'était évident. Emery, à la banque, a l'air nerveux comme un chat depuis des semaines. Je l'ai vu sortir de Stonecroft plus d'une fois, l'air sombre. Et Whittaker, ces précieux dahlias seraient toujours de second choix, tant que l'ombre de l'hiver serait là. Il est vert de jalousie depuis 1 an. Miss Marple marqua une pause, faisant mine d'ajuster son gant. C'était le commérage du village dans toute sa splendeur, un mélange d'observations perspicaces et de spéculations insensées. « Mais le colonel lui a donné le thé, » protesta quelqu'un. « C'est ce qu'il dit, » rétorqua Hinchliffe. « Mais qui a fait le thé? Qui le servait? Cette jeune fille frivole, Sally Finch, qui adore le garçon boulanger et qui n'y prêtait pas attention. N'importe qui aurait pu glisser quelque chose dans cette tasse avant que Prescott ne la ramasse. L'inspecteur a des œillères. » C'était, pensa Miss Marple, une remarque étonnamment judicieuse. L'attention avait été si intense portée sur la remise de la coupe par le colonel que le trajet de la coupe jusqu'au colonel avait été ignoré. C'était un exemple classique de diversion. Elle se fit un devoir d'en savoir plus sur Sally Finch. Elle s'apprêtait à poursuivre son chemin lorsqu'un vacarme provenant du côté du parc attira l'attention de tous. La voiture de l'inspecteur Druitt était garée là, et l'homme lui-même se dirigeait vers la salle paroissiale, le visage impassible. Derrière lui, l'air inhabituellement abattu, se tenait le colonel Prescott. Il n'était pas menotté, mais il marchait avec la posture voûtée d'un homme brisé. Les commères se turent.
observant le petit cortège. « Ils l'ont laissé partir » murmura la postière choquée. « Il ne faut pas le laisser partir » corrigea mademoiselle Hinchliffe, les yeux plissés. « Ils l'ont libéré en attendant la suite de l'enquête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour l'inculper. Pour l'instant. » Elle semblait presque déçue. Miss Marple regarda le colonel disparaître dans la salle paroissiale, sans doute pour un nouvel interrogatoire. C'était un homme libre, mais sa réputation était entachée. L'ombre du soupçon planerait désormais sur lui, quelle que soit l'issue. C'était une punition cruelle en soi. Elle posta sa lettre et continua sa promenade, les pensées bouillonnantes. Les ragots de mademoiselle Hinchliffe avaient ouvert une nouvelle voie, l'aspect financier, la nervosité de M. Emery. Elle se retrouva à tourner dans le chemin qui menait à la banque. La Marleycombe and District Bank était un bâtiment sombre, à colonnes, qui semblait absorber toute la joie du soleil. À l'intérieur, il faisait frais et calme, et l'on sentait le vernis et l'argent anciens. M. Emery était à son bureau, dans le coin le plus éloigné, derrière une cloison vitrée. Il leva les yeux à l'entrée de mademoiselle Marple, et elle vit une lueur, de l'anxiété, traverser son visage avant qu'il ne se déguise en un masque d'accueil professionnel. « Mademoiselle Marple, comment puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-il en venant la saluer. Ses doigts jouaient sans cesse avec un stylo. « Oh, juste un petit retrait, monsieur Emery, » dit-elle doucement. « Il faut avoir un peu d'argent liquide sous la main, non ? Pour la bibliothèque mobile et tout ça. » Elle le suivit jusqu'à son bureau, avançant lentement. « Quelle période bouleversante pour notre petit village ! Cela nous fait apprécier la solidité d'une institution comme celle-ci. » Elle fit un geste vague autour de la banque. « En effet, dit Emery précipitamment en s'asseyant et en sortant un bordereau de retrait. « Une affaire des plus terribles, des plus terribles. » « Je parlais justement à mademoiselle Hinchliffe, » poursuivit mademoiselle Marple d'un ton conversationnel. Elle disait que la rose de mademoiselle Croft représentait un beau potentiel commercial. On se demande ce qu'il adviendra de tout cela maintenant. Sa succession, je veux dire. La main de M. Emery tressauta, traçant un trait d'encre sur le formulaire. Sa succession ? Oui. Enfin. Ce sera une affaire judiciaire. Elle n'avait pas de famille proche. Il parla trop vite, son regard errant autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. « Dommage, » soupira Miss Marple. « Une création si unique. J'imagine qu'elle avait une certaine valeur. A-t-elle jamais cherché à emprunter sur sa propriété ? Pour financer son travail, peut-être ? Je comprends que ce type de jardinage spécialisé puisse coûter très cher. » Le directeur de la banque se figea. Il regarda Miss Marple comme si elle venait de sortir un serpent de son sac à main. Sa bouche s'ouvrit et se referma 2 fois, avant qu'un son ne sorte. « Je ne peux vraiment pas discuter de la situation financière d'un client, mademoiselle Marple. C'est une affaire strictement confidentielle. » Sa voix était tendue, nouée par la panique. « Maintenant, si vous pouviez juste indiquer le montant. » Il lui poussa le ticket de retrait abîmé et se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Si vous voulez bien. »« M'excusez, j'ai un rendez-vous. Mon caissier vous aidera. » Il s'est pratiquement enfui dans un bureau à l'arrière, fermant fermement la porte derrière lui. Miss Marple termina sa transaction avec le caissier d'un air parfaitement calme. Mais intérieurement, son esprit s'emballait. La réaction de M. Emery n'avait pas été celle d'une discrétion professionnelle, mais d'une peur pure et simple. Althea Croft ne s'était pas contentée de fouiller dans son jardin. Elle avait aussi fouillé dans ses finances. Et quelqu'un, semblait-il, était terrifié par ce qu'elle aurait pu y découvrir. Chapitre 7. La libération du colonel Prescott provoqua une vague de suspicions nouvelles, bien plus complexes, à Marleycombe. Les certitudes des jours précédents s'effondrèrent. Si le colonel ne devait pas être inculpé, qui le serait alors ? Le récit simple et satisfaisant avait disparu, remplacé par une incertitude nébuleuse et bien plus effrayante. La suspicion, autrefois focalisée sur un seul homme,
se transforma désormais en un brouillard généralisé, s'étendant à tous. Miss Marple observa ce changement depuis son point de vue habituel, sa fenêtre. Elle vit les conversations dans la ruelle devenir plus brèves, plus réservées. Les voisins, autrefois impatients de partager la dernière théorie, hochèrent maintenant la tête sèchement et se hâtèrent de poursuivre leur chemin. Le village se repliait sur lui-même, chaque foyer s'interrogeant sur le prochain. C'est cette atmosphère d'inertie paranoïaque que Miss Marple décida de perturber. Un petit remuement, avait-elle toujours constaté, faisait souvent remonter à la surface les vérités cachées. Alors, le mercredi matin, elle enfila son plus beau chapeau et ses gants de deuxième choix et se rendit au presbytère. Elle trouva Lettice Protheroe dans un état de grande agitation, arrangeant et réarrangeant les fleurs pour l'autel de l'église, avec une violence qui n'était pas de bon augure pour les fleurs. « Mademoiselle Marple, vous êtes au courant. Ils l'ont laissé partir. C'est un scandale. La police est totalement incompétente. » Elle planta un glaïeul dans un vase comme si elle transperçait un méchant. « C'est vraiment déroutant, » acquiesça Miss Marple en s'asseyant sur le canapé en chintz. On peut se demander s'ils n'ont pas découvert quelque chose qui contredise leur théorie initiale. « Qu'est-ce qu'ils ont bien pu découvrir ?» demanda Lettice. « Il lui a tendu la tasse. C'est évident. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Mais Madame Bishop m'a raconté une chose très intéressante hier. Il semble que le colonel soit plutôt nul en matière de jardinage. Il achète tous ses produits tout prêts. Et apparemment, la vitre de la serre de la pauvre Miss Croft est cassée depuis des mois. N'importe qui aurait pu y entrer. » Les mains de Lettice s'immobilisèrent sur un chrysanthème. « Quelqu'un ?» répéta-t-elle, sa voix passant de l'indignation à un murmure pensif. « Bon, je suppose que c'est un point, mais qui ?»« Je ne saurais dire, » répondit Miss Marple, les yeux écarquillés d'une innocente spéculation. « Mais ça me fait penser à tous ceux qui étaient si investis dans cette rose. Pas seulement horticole, je veux dire. Miss Inchleaf disait dans la boutique que c'était une belle opportunité commerciale. Je me demande si la pauvre Miss Croft avait des partenaires financiers, ou peut-être des rivaux. » Elle laissa les mots flotter dans l'air, observant le visage de Lettice. Elle pouvait presque voir les pensées se réorganiser dans les yeux de la femme. L'idée d'une conspiration plus vaste et plus intrigante était bien plus séduisante que la simple histoire de la jalousie du colonel. « Des rivaux » souffla Lettice, le regard perdu dans le vide. « Eh bien, il y a le major Whittaker, bien sûr. Mais un meurtre ? Pour un ruban de dahlia ? Ça paraît extrême. » Puis son regard s'éclaircit. « Mais l'argent ? Eh bien, c'est une autre histoire. Monsieur Emery avait l'air terriblement nerveux dimanche, n'est-ce pas ? Et il était à la fête, à rôder près des rafraîchissements. » Miss Marple ne dit rien. Elle se contenta de lisser ses gants. « Et bien sûr, » poursuivit Lettice, la nouvelle théorie prenant forme dans son esprit, « il y a la question du testament. Quelqu'un doit hériter de cette rose, des droits sur elle. Elle pourrait valoir une fortune. Il faudra que j'en parle au vicaire et à l'inspecteur Drewitt. Ils ont peut-être complètement raté l'aspect financier. » Mission accomplie, Miss Marple présenta ses excuses et laissa Lettice à ses théories du complot naissantes. La graine était plantée. Le talent particulier de Lettice garantirait qu'elle serait arrosée et répandue dans tout le village avant la tombée de la nuit. Son arrêt suivant fut la salle paroissiale, où un groupe de travailleurs démontait nonchalamment les vestiges de la fête. Parmi eux, l'air ennuyé et plein de ressentiment, se trouvait la jeune fille qui servait le thé, Sally Finch. C'était une jolie créature à l'expression absente, pliant nonchalamment une nappe. Miss Marple s'approcha d'elle. « Bonjour, ma chère. Que de travail à faire après une si belle journée, si tristement écourtée. » Sally haussa les épaules. « J'imagine. J'ai été vraiment désolée d'apprendre que vous étiez impliquée dans cette horrible affaire, » dit Miss Marple d'une voix emplie d'une inquiétude grand-mère. « Ça a dû être très effrayant pour vous d'être là, à l'étal. » Les yeux de la jeune fille brillèrent d'un éclat d'intérêt. Être au cœur d'un drame était plus attirant que plier du linge.
Ouais, c'était vraiment horrible. Elle s'est effondrée. J'imagine que tout le monde s'est précipité à ton stand. Tu as dû être débordé. Raconte-moi, dit Sally en levant les yeux au ciel. Il n'a jamais arrêté. Monsieur Emery voulait une tasse, mais sans sucre, puis il a changé d'avis. Le major Whittaker s'est plaint que la sienne était trop faible. Le colonel Prescott a fait des allers-retours comme un yo-yo. Elle se pencha, l'air conspirateur. Il est venu pour 2 tasses à un moment. Il a dit que l'une était pour mademoiselle Croft, et c'est celle-là qui a fait ça, hein? 2 tasses? Demanda Miss Marple, le cœur battant la chamade. En es-tu bien sûre, ma chère? Il a pris 2 tasses en même temps. Sally hocha la tête, ravie de l'attention. Ouais, je m'en souviens parce que je venais de verser une nouvelle dose. Il en a pris une dans chaque main et est parti. Il a jonglé un peu avec. Il a failli en faire tomber une. Elle rigola. Il n'est pas vraiment gracieux, hein? Miss Marple conserva soigneusement cette information. 2 tasses. C'était un détail, mais cela changeait tout. Cela ouvrait la possibilité d'un échange, d'un tour de passe-passe. Le colonel aurait pu prendre une tasse inoffensive pour lui et une tasse empoisonnée pour Althea. Ou, plus grave encore, quelqu'un d'autre aurait pu empoisonner l'une des nombreuses tasses sur le stand, et le colonel, avec sa maladresse, l'aurait ramassée innocemment. « Vous avez une très bonne mémoire, ma chère, » dit chaleureusement Miss Marple. « J'espère que vous avez tout raconté à la police. » Le visage de Sally s'assombrit légèrement. « Ils ne m'ont pas vraiment posé de questions. Ils m'ont juste demandé si j'avais vu le colonel lui apporter une tasse. J'ai dit oui. C'est tout. » Bien sûr qu'ils n'ont rien demandé, pensa Miss Marple. Ils avaient à leur homme. Ils cherchaient seulement des preuves pour le confirmer. Remerciant la jeune fille, elle poursuivit son chemin, l'esprit en ébullition. 2 tasses, une vitre branlante, un banquier nerveux, une bibliothécaire en deuil au passé secret. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle faillit ne pas apercevoir la silhouette avant de l'atteindre. Flora Whittingham se tenait près du porche, immobile, fixant simplement la pierre tombale de la famille Croft. Elle serrait le petit livre relié en cuir dans ses mains. Elle leva les yeux à l'approche de Miss Marple, et son visage était un masque d'angoisse. Le calme soigneusement préservé de la bibliothèque avait complètement disparu. « Il est libre », murmura Flora d'une voix rauque. « Mais ce n'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. »« Ma chère enfant, » dit Miss Marple, sincèrement alarmée par la détresse de la femme. Elle la guida vers un banc sous l'if. « Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne finira jamais ?» Flora serra le livre contre sa poitrine. « Je pensais qu'avec la disparition d'Althea, il serait enterré. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme une mauvaise herbe. On la coupe et elle repousse 2 fois plus. Tforte !» Elle prit une inspiration tremblante. « Elle l'a déterré. Elle n'aurait pas dû le déterrer. »« Qu'est-ce que tu as déterré, Flora ?» demanda Miss Marple d'une voix douce mais insistante. « Qu'est-ce que Miss Croft a trouvé dans son jardin ?» Flora la regarda, les yeux noyés de larmes. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis secoua violemment la tête. « Je ne peux pas. Tu ne vois pas. C'est trop dangereux. Savoir, c'est ce qui l'a tué. » Elle se leva brusquement, se dégageant de la main réconfortante de Miss Marple. « Je dois y aller. Je n'aurais rien dû dire. S'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit. » Et sur ce, elle s'éloigna en courant, laissant Miss Marple seule sur le banc, les feuilles d'automne trébuchant autour de ses pieds. Les morceaux étaient là, éparpillés autour d'elle. Un secret financier, une rivalité botanique, une tragédie ancienne à Cheltenham, une vérité enfouie que quelqu'un avait tuée pour protéger. Flora Whittingham détenait la clé. Elle était terrifiée, mais elle était aussi au bord de la rupture. La lettre de Miss Marple à la guilde botanique lui fournirait, espérons-le, le levier. Mais en attendant, le village retenait son souffle, attendant le prochain acte de la tragédie. Et Miss Marple attendait avec eux, observant ces aiguilles immobiles, l'esprit en ébullition, reconstituant les fragments d'un vase brisé, un morceau tranchant à la fois. Chapitre 8.
La réponse de la guilde botanique de Cheltenham est arrivée avec le courrier de jeudi. Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, vit le vélo rouge du facteur s'engager dans sa voie et ressentit un léger frisson d'impatience. Elle le retrouva au portail, échangeant des plaisanteries sur la météo, avant de lui prendre l'épaisse enveloppe couleur crème des mains. De retour dans son salon, elle utilisa son coupe-papier à manche en nacre avec une précaution minutieuse. La lettre était tapée sur du papier épais et gaufré. Chère Miss Marple, merci pour votre demande concernant la guilde botanique de Cheltenham. Nous avons été très intéressés par votre nouvelle association et vous souhaitons beaucoup de succès. Nous pouvons confirmer que mademoiselle Althea Croft était bien membre de notre guilde de 1932 à 1948. C'était un membre très dévoué et doué, bien que souvent controversé, étant donné ses opinions tranchées. En réponse à votre question concernant ces premiers travaux, nous avons joint des photocopies des pages correspondantes de nos comptes rendus de réunion pour la période 1935-1937, car il semble que ce soit la période où elle participa le plus activement à nos programmes d'hybridation. Nous précisons qu'une jeune Miss Flora Whittingham était également membre à cette époque. Toutes deux collaboraient souvent sur certains projets. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Ce service est gratuit. Cordialement, E. Cavendish, secrétaire honoraire. Les mains de Miss Marple tremblaient légèrement lorsqu'elle posa la lettre et se tourna vers les photocopies jointes. Les pages étaient pâles, la police de la machine à écrire était archaïque et inégale, mais les mots étaient clairs. Elle a lu des articles sur des réunions et des discussions concernant l'acidité des sols et les techniques de pollinisation. Puis, dans le compte-rendu d'une réunion de novembre 1936, elle a trouvé la réponse. Le titre « Discussion sur le projet Solstice Gold ». Mademoiselles Croft et Whittingham ont présenté les dernières nouvelles de leur projet d'hybridation conjoint baptisé Solstice Gold. L'objectif est de produire une variante de Rosa chinensis à la pigmentation bronze doré unique, à partir d'un échantillon de pollen rare prélevé par Mademoiselle Croft dans l'Himalaya. Mademoiselle Croft a signalé une croissance précoce prometteuse, mais Mademoiselle Whittingham a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de l'hybride et à sa sensibilité aux moisissures. Les procès-verbaux des mois suivants détaillèrent les progrès et les revers mineurs. Puis, en avril 1937, une note laconique. Mademoiselle Croft a signalé que le spécimen Solstice Gold avait succombé à la pourriture des racines. Le projet est terminé. Mais c'est la dernière entrée qui coupa le souffle à Miss Marple. Elle provenait d'une réunion de juin 1937, sous la rubrique « Divers ». Mademoiselle Whittingham a soulevé un point d'ordre concernant la conclusion du projet Solstice Gold. Elle a déclaré officiellement qu'elle pensait que le spécimen n'avait pas été emporté par une maladie, mais avait été délibérément détruit. Elle n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation et a retiré ses propos après un vote de censure du comité. Mademoiselle Croft n'a pas fait de commentaire. Miss Marple posa les papiers. La pièce silencieuse et ensoleillée semblait s'éloigner d'elle. Elle n'était plus à Marlécombe, mais dans une salle paroissiale odorante de Cheltenham, il y a plus de 40 ans, assistant à la fin amère d'un partenariat. Délibérément détruit. Le projet Solstice Gold, une rose à la pigmentation bronze dorée unique. Il n'a pas fallu un grand effort d'imagination pour y voir le précurseur de Key Winter's Shadow. Une rose d'un violet profond et fumé, avec un éclatant éclat d'or en son cœur. Althea n'avait pas abandonné le projet. Elle l'avait poursuivi seule, le transformant, le perfectionnant. Mais l'avait-elle volé ? La dévastation de Flora, son commentaire énigmatique sur le passé aux ombres interminables, tout cela prenait un sens terrible à présent. Ce n'était pas un simple désaccord botanique, c'était une vie de ressentiment. Althea avait pris leur rêve commun, leur or du solstice, et l'avait fait sien, ne laissant à Flora que le souvenir d'une trahison. Un mobile pour un meurtre, après 40 ans. Cela semblait long de nourrir une rancune, mais Miss Marple savait que les blessures de jeunesse,
surtout celle de la trahison et de l'ambition perdue, pouvait s'envenimer à jamais. Elle ne guérissait pas, elle s'apaisait simplement, attendant le moment propice pour éclater en violence. Et Althea avait déterré quelque chose, pas seulement une plante, le passé. Miss Marple savait ce qu'elle devait faire. Il était temps d'insister. Elle ne pouvait pas attendre que Flora craque. Elle devait elle-même exercer la pression nécessaire. Elle trouva Flora Whittingham non pas à la bibliothèque, mais dans sa petite maisonnette bien rangée à la sortie du village. Elle ouvrit la porte vêtue d'un tablier, les mains saupoudrées de farine. Elle avait cuisiné, tentative vaine de normalité. « Miss Marple » dit-elle, son sourire de bienvenue se transformant en confusion et en méfiance. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, ma chère, » dit Miss Marple d'une voix chaleureuse et désolée. « Je viens de recevoir une lettre fascinante de Cheltenham, et je me devais de la partager avec vous, en tant que passionnée. » Elle brandit l'enveloppe de la guilde. Le visage de Flora devint aussi blanc que la farine sur ses mains. Elle recula involontairement, comme sous l'effet d'un coup. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Oh, tout ça parle des premiers travaux de notre pauvre Miss Croft, » poursuivit Miss Marple en entrant sans y être invitée. Le cottage était douillet, rempli de livres et de gravures encadrées de dessins botaniques. Mais le regard de Miss Marple se porta immédiatement sur le petit registre des procès-verbaux reliés en cuir posé sur le buffet. Il était identique à celui qu'elle avait vu à la bibliothèque. Le projet Solstice Gold. Ça a l'air absolument captivant. Et dire que tu y as participé. Tu ne l'as jamais dit. Flora se tenait figée au milieu de son salon, les poings serrés. Fini la simulation. La bibliothécaire, gentille et timide, avait disparu, remplacée par une femme figée par une vie de souffrance. « Que veux-tu » La question était plate, dénuée d'émotion. « Je veux comprendre, Flora », dit doucement Miss Marple, son attitude passant d'un enthousiasme pétillant à une profonde compassion. « Je sais que c'est vous qui avez envoyé ce mot anonyme à la police, n'est-ce pas ? Celui qui suggérait de regarder au-delà du colonel. Vous ne pouviez pas laisser un innocent être pendu pour ça, n'est-ce pas ? Même après tout ça. » Une larme coula dans la farine sur la joue de Flora. Elle ne le nia pas. « Elle l'a détruite, » dit Flora d'une voix caverneuse. « Notre rose, notre création. Elle a dit qu'elle était imparfaite, un échec. Elle l'a jetée au compost. Mais elle a menti. Elle a pris une bouture. Elle l'a soignée en secret. Pendant 40 ans, elle a travaillé dessus, la modifiant, la faisant sienne. Et puis elle l'a présentée au monde comme la sienne, l'ombre de l'hiver. C'était notre cœur d'or, Miss Marple. Elle l'a simplement peint en noir. « Et vous l'avez confrontée, » déclara doucement Miss Marple. « La veille de la fête, » acquiesça Flora, un sourire amer aux lèvres. « Je m'en doutais depuis des années. Les descriptions, c'était trop similaire. Je suis allée la voir. Je lui ai dit que je savais. Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais, qu'elle l'admettrait, qu'elle partagerait le mérite. Elle s'est moquée de moi. Elle a dit que j'étais une vieille femme pathétique et jalouse, vivant dans le passé. Elle a dit qu'elle avait déterré la plante mère de son jardin le matin même et l'avait brûlée. « Il n'y a plus aucune preuve, Flora, » a-t-elle dit. « Elle est à moi. Elle l'a toujours été. » Flora se serra dans ses bras, frissonnante. « Je l'ai détestée à ce moment-là, vraiment. Mais je ne l'ai pas tuée. Je ne pouvais pas. »« Je vous crois, » dit Miss Marple, et elle le fit. La colère était là, brûlante et réelle, mais la femme devant elle n'était pas une meurtrière. C'était une universitaire au cœur brisé, victime d'un vol. Mais si ce n'était pas Flora, qui d'autre avait un mobile lié à cette rose ? Quelqu'un qu'Althea avait informé de la confrontation, quelqu'un qu'elle avait menacé de la même révélation. Les pièces du puzzle se réorganisaient à nouveau, formant un tableau nouveau, plus terrifiant encore. L'aspect financier, la vitre détachée, les 2 tasses à thé. Miss Marple regarda Flora Whittingham, une femme qui venait d'avouer un mobile de meurtre vieux de 40 ans,
et sut avec une certitude effrayante qu'elle était innocente. Le véritable tueur rôdait toujours, et le vol d'Althea Croft était bien plus récent et bien plus dangereux que celui d'une fleur. Chapitre 9. En quittant le cottage de Flora Whittingham, Miss Marple sentit le poids des aveux de cette femme peser sur elle. C'était une histoire tragique, une vie de ressentiment culminant dans une confrontation amère. Mais ce n'était pas l'histoire d'un meurtre. L'angoisse de Flora était celle d'une victime, non d'un bourreau. Son signalement anonyme à la police prouvait qu'elle avait une conscience, une limite qu'elle ne franchirait pas. Non, la clé ne résidait pas dans un vol vieux de 40 ans, mais dans ce que ce vol avait déclenché. Althea Croft, ivre de l'arrogance de sa victoire finale sur son ancienne collaboratrice, était devenue imprudente. Elle avait déterré et détruit la plante mère originelle de l'ombre d'hiver, la dernière preuve matérielle de son vol à Flora. Mais ce faisant, qu'avait-elle découvert d'autre? Et à qui d'autre l'avait-elle révélé? Les pas de Miss Marple, habituellement si mesurés, exprimaient un sentiment d'urgence nouveau. Elle ne se tourna pas vers sa maison, mais vers le cœur du village, l'esprit fixé sur la silhouette nerveuse et furet de M. Emery. La peur du banquier était palpable, et ce n'était pas celle d'un homme qui aurait simplement refusé un prêt. La banque fermait juste pour la pause déjeuner, les volets tirés par un employé à l'air fatigué. M. Emery se tenait sur le seuil, sa serviette serrée contre lui, visiblement impatient de partir. « Monsieur Emery, quelle heureuse coïncidence !» s'écria Miss Marple en accélérant légèrement le pas. Il sursauta, le regard perdu dans ses pensées, comme s'il cherchait une issue de secours. « Mademoiselle Marple, la banque est fermée. J'en ai bien peur. »« Oh, je ne souhaite pas parler de banque, » dit-elle en arrivant à ses côtés, légèrement essoufflée. « Je sors d'une conversation des plus éclairantes avec mademoiselle Whittingham, à propos du rosier Winter's Shadow, sa provenance. » Le visage de M. Emery se vida. « L'horticulture ne m'intéresse pas du tout, mademoiselle Marple. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il semble que ce ne soit pas entièrement l'œuvre de mademoiselle Croft. » Poursuivit mademoiselle Marple comme s'il n'avait rien dit. « Il y a eu une collaboration antérieure. À Cheltenham, un projet intitulé Solstice Gold. Il semble que mademoiselle Croft se soit approprié l'œuvre. C'était en quelque sorte une voleuse. » La mâchoire d'Emery se crispa. Un muscle de sa joue se contracta. « C'est une accusation très grave, et ça ne me regarde pas, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple d'une voix faussement douce. « Voyez-vous, Miss Croft a dit à Miss Whittingham qu'elle avait déterré et détruit les preuves de son vol la veille de sa mort. Elle mettait de l'ordre dans ses affaires. Mais une femme comme elle ne se contenterait pas d'un détail, n'est-ce pas? Elle voudrait sécuriser son héritage. Elle voudrait s'assurer que ses affaires financières soient tout aussi en ordre. » Elle l'observait attentivement. Une goutte de sueur perlait de sa tempe sur sa joue. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-il, mais les mots n'avaient aucune force. « Je crois que oui, » dit doucement Miss Marple. « Je crois que Miss Croft est venue vous voir récemment, non pas pour vous demander un prêt, mais pour effectuer un retrait très important. Peut-être le produit de la vente des droits sur sa célèbre rose. Je crois qu'elle vous a dit qu'elle coupait les ponts avec Marleycombe, qu'elle prenait un nouveau départ, et je crois que cette perspective vous terrifiait. » La façade s'effondra. Les épaules d'Emery s'affaissèrent. Il parcourut la rue déserte du regard, l'air paniqué. « Il faut que tu comprennes, ce n'était pas un vol. Pas vraiment. C'était juste un mauvais investissement. Un prêt temporaire sur son compte pour couvrir un déficit sur un autre. J'allais le rembourser, avec intérêt. Je l'avais toujours fait avant. Mais elle ne s'en est jamais aperçue. Elle ne se souciait jamais de l'argent, seulement de cette rose. » La confession jaillit d'un coup, à voix basse et désespérée. « Puis elle est venue la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait reçu une offre d'une pépinière commerciale du Hampshire. Une offre énorme.
pour des droits exclusifs. Elle voulait liquider tous ses actifs. Elle s'installait là-bas pour superviser la multiplication. Il eut un rire creux. Elle allait devenir riche. Et moi, j'étais ruiné. Le déficit était considérable. Elle l'aurait découvert dès qu'elle aurait essayé de transférer les fonds. J'aurais perdu mon poste, ma réputation, tout. Miss Marple écoutait, le visage empreint d'une attention polie, malgré un cœur battant. Le voilà, le véritable mobile. Non pas l'envie d'une fleur, mais la peur glaciale et désespérée de la ruine financière et de la disgrâce professionnelle. « Alors vous avez essayé de raisonner avec elle ?» a demandé Miss Marple. « Je l'ai suppliée. » La voix d'Emery se brisa. « J'ai demandé plus de temps. J'ai promis de réparer les dégâts. » Elle rit. Elle a dit qu'elle m'avait accordé 40 ans de loyauté en tant que banquière et que c'était comme ça que je la remerciais. Elle a dit qu'elle me donnerait jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'après la fête. Ensuite, elle irait voir la police. Il s'essuya le front d'une main tremblante. Elle aimait ça. Avoir ce pouvoir sur quelqu'un. C'était comme avec cette Whittingham. Les pièces se sont assemblées, la vitre cassée dans la serre, l'empoisonnement public. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était un acte calculé d'instinct de survie. « Vous saviez pour la vitre qui se détachait, » déclara Miss Marple. « Vous saviez que vous pouviez pénétrer dans sa serre. Vous saviez quels produits chimiques elle utilisait. Vous en avez pris, vous les avez concentrés. Et à la fête, vous avez saisi l'occasion. Vous avez empoisonné une tasse au stand. Vous saviez que le colonel allait lui chercher du thé. Vous espériez qu'il serait blâmé. » Emery ne dit rien. Il fixait simplement le trottoir, le souffle court. « Mais il y a une chose que je ne comprends pas, » dit Miss Marple, la voix durcie pour la première fois. « Pourquoi la rose? Pourquoi as-tu dû détruire l'ombre de l'hiver ?» Il leva les yeux, et ses yeux étaient emplis d'une rancune pathétique et venimeuse. « Parce que je la détestais. Cette satanée rose était la cause de tout. Si elle ne l'avait jamais créée, elle ne l'aurait jamais vendue. Elle ne m'aurait jamais découvert. C'était cette rose qui allait me ruiner. Alors je l'ai détruite. Je l'ai piétinée. Je voulais qu'elle disparaisse. » La pure et mesquine malice de cette affaire coupa le souffle à Miss Marple. Une vie éteinte, une beauté unique détruite, tout cela pour effacer les traces du détournement de fonds d'un homme médiocre. Un mouvement dans la rue attira son attention. L'inspecteur Drewitt marchait vers eux, l'air sombre. Il cherchait visiblement le banquier. Emery le vit aussi. Une dernière expression affolée passa sur son visage. Il regarda Miss Marple, non pas avec supplication, mais avec une étrange résignation, épuisée. « Il semble que mon heure soit venue, » murmura-t-il. « N'a plus d'un titre. » À l'approche de l'inspecteur, Miss Marple recula légèrement. Son rôle était joué. Le piège avait été tendu non pas par une confrontation théâtrale, mais par une conversation tranquille dans une rue ensoleillée. Elle avait simplement exposé la vérité, et le tueur, acculé par sa propre culpabilité et la fragilité de ses mensonges, avait avoué. Elle regarda Drewitt parler à Emery, vit les épaules du banquier s'affaisser encore davantage, le vit hocher la tête en silence. Pas de théâtralité, pas de dénégation, juste la fin silencieuse et lugubre d'un petit homme cupide. Miss Marple se retourna et s'éloigna, laissant l'inspecteur à son travail. La victoire semblait vaine. Une femme était toujours morte, une chose magnifique était toujours détruite, et un village en porterait les stigmates pour longtemps. Mais l'ombre qui s'était abattue sur Marleycombe avait été identifiée. Ce n'était pas l'ombre ardente de l'hiver, ni celle d'une rose volée. C'était l'ombre ordinaire et avide d'un cœur humain pourri. Et Miss Marple en avait déjà vu de semblables à maintes reprises. Chapitre 10. L'arrestation de M. Emery pour le meurtre d'Althea Croft provoqua un choc sismique à Marleycombe, bien plus grand que celui du colonel. Ce dernier était un étranger, un simple inconnu dont le passé militaire faisait de lui un suspect plausible, quoique choquant. Mais M. Emery,
Il était le directeur de la banque. Il incarnait la respectabilité même. C'était lui qui avait approuvé des prêts hypothécaires, présenté ses condoléances pour les livrets d'épargne perdus et présidé les comptes des fêtes paroissiales pendant 20 ans. Sa culpabilité était une trahison qui frappait au plus profond de l'ordre du village. L'inspecteur Drewitt, à son honneur, n'essaya pas de s'attribuer le mérite d'une brillante déduction. C'était un homme fier, mais pas un imbécile. L'affaire avait été résolue pour lui, la solution apportée avec élégance, quoique officieusement par une vieille fille. Il se présenta sur le pas de la porte de Miss Marple ce soir-là, son attitude mêlant étrangement gratitude professionnelle et chagrin personnel. « Mademoiselle Marple, » dit-il debout, raide, dans son salon, chapeau à la main, « je me sentais redevable envers vous, d'explications et de mes remerciements. S'il vous plaît, inspecteur, asseyez-vous, dit-elle en désignant la chaise près du feu. Voulez-vous un verre de xérès ? C'est un peu tôt, mais je pense que l'occasion le justifie. Il refusa, d'un hochement de tête, se perchant mal à l'aise au bord de sa chaise. Emery a fait des aveux complets. C'était exactement comme vous. En fin de compte, il détournait des fonds de son compte depuis des années, de petites sommes qu'il parvenait toujours à remplacer. Mais récemment, il avait pris une somme plus importante pour couvrir un mauvais investissement personnel. Quand Mademoiselle Croft a annoncé son intention de tout retirer, il a paniqué. Il a vu son monde s'écrouler, dit doucement Miss Marple sans le regarder, mais en regardant les douces flammes dans la cheminée. C'est étonnant de voir à quel point cette perspective peut terrifier certaines personnes. Il savait pour les produits chimiques présents dans sa serre grâce à son compte client. Elle les avait commandés à un fournisseur spécialisé, à un prix exorbitant. Il savait pour la vitre mal fixée. Il avait préparé le poison à l'avance. À la fête, il a eu son heure de gloire. Il a empoisonné une coupe sur le stand, alors que la fille Finch ne regardait pas. Il pensait que le colonel la lui apporterait, et c'est ce qu'il a fait. La destruction de la rose était une arrière-pensée, un acte de méchanceté. « C'est souvent le cas, » murmura Miss Marple, « la cruauté ultime et inutile qui les détruit si souvent. » L'inspecteur Drewitt resta silencieux un instant. « Comment le saviez-vous » demanda-t-il finalement, la question lui coûtant visiblement cher. « Nous avions des preuves, un mobile, une opportunité. » Tout accusait Prescott. « Il a pointé le colonel du doigt, » corrigea doucement Miss Marple. « Mais il n'a pas pointé le doigt. Voyez-vous, inspecteur, la méthode était complètement erronée. »« La méthode ? L'empoisonnement public, » expliqua-t-elle. « Si le colonel voulait vraiment la tuer et avait un accès privé à sa serre et à ses produits chimiques, pourquoi aurait-il choisi de le faire devant tout le village ? C'était un plan maladroit et risqué. Trop maladroit pour un militaire, même assez théorique. Il parlait de quelqu'un qui n'avait pas dit d'accès privé, quelqu'un qui avait besoin de la couverture d'un événement public, quelqu'un qui avait besoin d'un bouc émissaire. Elle prit une petite gorgée de son sherry. Et puis, il y avait l'histoire des 2 tasses. Drewitt fronça les sourcils. 2 tasses ? Sally Finch, la serveuse de thé, en a parlé. Le colonel a pris 2 tasses. Il les a jonglées. Cela a laissé entrevoir la possibilité d'un échange, ou que quelqu'un d'autre ait empoisonné une tasse en particulier au préalable. Cela a brouillé les pistes. Et enfin, il y avait la victime elle-même. Et elle ? C'était une femme difficile, fière et solitaire, mais elle était aussi, à sa manière, brillante. Elle venait d'affronter une vieille rivale et de remporter définitivement une bataille de 40 ans. Elle était sur le point de connaître le triomphe financier et professionnel. On ne tue pas ce genre de personnes par simple jalousie. On les tue parce qu'elles représentent une menace directe et immédiate pour la sécurité d'autrui. La crainte de M. Emery n'était pas l'envie, mais la dénonciation. Et c'est un motif bien plus puissant. L'inspecteur Drewitt la fixa du regard, un respect nouveau naissant dans ses yeux. Ce n'était pas le respect que l'on porte à une personne intelligente, mais celui que l'on porte à une intelligence d'un tout autre genre, fondée non sur des faits et des procédures,
mais sur une compréhension profonde et inébranlable du cœur humain. « Je vois, dit-il, même si ce n'était pas tout à fait le cas. C'était un homme qui s'intéressait à ce qui était, pas à ce qui pourrait être. Eh bien, merci, Miss Marple. La police vous est redevable. » Après son départ, Miss Marple termina son sherry. La pièce était silencieuse. Le seul bruit était le léger tic-tac de l'horloge et le calme du feu. Le mystère était résolu, le meurtrier arrêté. Pourtant, elle ressentait une profonde mélancolie. Elle pensa à Althea Croft, si talentueuse et si cruelle, dont la vie s'était terminée pour un détournement de fonds aussi sordide. Elle pensa à Flora Whittingham, dont l'œuvre avait été volée, ne laissant que les cendres d'une victoire amère. Elle pensa au colonel Prescott, dont la réputation était à jamais ternie par la suspicion. Et elle pensa à l'ombre de l'hiver elle-même, une créature d'une beauté unique, écrasée dans la poussière par une mesquine méchanceté. Il n'y avait là aucun triomphe. Seul le triste schéma familier de la faiblesse humaine se répétait, comme toujours, dans un village tranquille ou une ville animée. Le décor changeait, les personnages portaient des noms différents, mais la pièce restait toujours la même. Une semaine plus tard, un petit colis arriva pour Miss Marple. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait le petit registre des procès-verbaux reliés en cuir de la guilde botanique de Cheltenham. Il n'y avait pas de mots, mais ce n'était pas nécessaire. Flora Whittingham renonçait au passé. Miss Marple plaça le livre sur son étagère, à côté de ses manuels de jardinage. C'était le témoignage d'une collaboration qui s'était soldée par une trahison, d'un rêve devenu toxique. Mais c'était aussi le témoignage d'une époque où deux jeunes femmes avaient osé créer quelque chose de beau ensemble. Dehors, le premier vrai gel de la saison s'était installé sur Marleycombe, dessinant de délicats motifs sur la vitre. L'ombre de l'hiver était enfin arrivée, mais sous le froid, la terre promettait des bulbes attendant le printemps. La vie, avec toute sa cruauté et son renouveau, continuait. Et dans son cottage tranquille, Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles cliquetant ensemble dans un rythme régulier et réconfortant. Une sentinelle silencieuse contre les longues ombres sombres.